Tout d'abord, je vous souhaite vraiment les bienvenus à ce webinaire qui est organisé dans le cadre du programme ONURED et qui va porter sur Open Tenure. Ce webinaire va durer pendant 1 heure. C'est une session de 1 heure que nous avons prévue aujourd'hui. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Minra Denarson, je suis forestière en fait à la FAO dans l'équipe RED+, de la division foresterie de la FAO et j'appartiens à l'équipe RED+, de cette division comme j'avais dit. Lors du webinaire que on va faire aujourd'hui, on va présenter en fait l'outil Open Tenure qui est un outil cartographique permettant d'améliorer les efforts de la RED+, et qui permettrait ainsi aux pays de renforcer les éléments habilitants qui leur permettraient d'avoir des résultats plus probants en matière de lutte contre la déforestation et la dégradation des ressources forestières. Le webinaire serait composé de 2 présentations principales. Une présentation qui sera faite par Madame Maria Paola Rizzo, qui est experte en tenue forestière et qui est responsable des régimes fonciers. Elle fera donc la présentation de l'outil Open Tenure en lui-même, qui sera lié donc à l'aspect foresterie. Et après, nous aurons une présentation de la Tunisie, de nos partenaires de la Tunisie, à travers une présentation de Monsieur Jamel Kailen et de Monsieur Shabib Beidef, qui présenteront une expérience qu'ils avaient eue quant à l'utilisation de l'outil Open Tenure sur le terrain pour pouvoir en fait gérer les aspects fonciers liés aux forestiers. Avant cela, il y aura une petite introduction de Madame Astrid Agostini, qui est la coordinatrice du groupe RED+ et suivi national des forêts de la division des forêts de la FAO. Et après les 2 présentations, nous aurons une session de questions-réponses qui sera modérée par Madame Amanda Bradley, notre experte au sein de l'équipe RED+ en tenue foncière, genre et peuple autochtone. Juste quelques notes en fait pour pouvoir avancer dans le webinaire, quelques notes d'organisation. C'est que les invitations que nous avons envoyées pour ce webinaire étaient vraiment ciblées vers les pays partenaires du programme ONURED et quelques organisations de la société civile en fait qui travaillent aussi sur les questions de foncier. Mais pour vous dire que la session sera enregistrée et l'enregistrement de la session sera partagé, bien entendu, avec tous les participants qui auront enregistré et qui se seront enregistrés. Et bien entendu, les questions-réponses aussi après seront aussi partagées avec ces personnes-là. À la fin de la session, vous allez recevoir sur la boîte de dialogue du Zoom un lien en fait sur une enquête que nous faisons par rapport au déroulé de ce webinaire pour savoir comment est-ce que vous avez trouvé les résultats du webinaire et comment aussi nous on pourrait utiliser les résultats après pour pouvoir améliorer les différentes sessions que nous aborderons. Nous ferons et organiserons dans le futur. Je vous remercie pour votre attention et encore une fois, bienvenue messieurs et mesdames les participants à ce webinaire sur Open Tenure. Et sans prendre trop la parole, je vais tout de suite passer la parole à Madame Astrid Agostini, qui est la coordinatrice, comme j'avais dit, de l'équipe RED+ et NFM, Système national des forêts de la division forêt de la FAO. Madame Astrid Agostini, qui est aussi donc, un membre de l'équipe de gestion du programme ONURED et qui est aussi spécialisée, entre plusieurs autres choses,
en économie de l'environnement, économie agricole, changement climatique, gestion durable des ressources naturelles. Astrid, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Mino. J'ai le grand plaisir d'accueillir chaleureusement les participants à ce webinaire organisé par ONURED pour présenter le logiciel libre d'accès OpenTennia et pour échanger sur son utilisation dans le contexte de la RED+. Ce webinaire est organisé dans le cadre d'activités du programme ONURED, qui est un programme collaboratif de la FAO, le PNUD et le PNUE. Le programme ONURED a été créé en 2008 avec l'objectif global de réduire les émissions de gaz à effet de serre issues de la forêt et de renforcer les stocks de carbone dans les forêts tout en contribuant au développement durable des pays. Le programme est renforcé et évolué régulièrement depuis sa création pour appuyer les pays dans leurs efforts de réduction de la déforestation et de la dégradation des forêts. Plus de 60 pays d'Afrique, d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine sont désormais partenaires du programme. Cette session a été planifiée pour soutenir spécifiquement les pays partenaires du programme ONURED, nos gouvernements et les organisations de la société civile qui travaillent sur la réduction de la déforestation et en particulier ceux qui mettent en lien la sécurité foncière et la foresterie. La sécurité foncière est largement reconnue comme une des conditions essentielles à la réduction de la déforestation et de la dégradation des forêts, à la mise en œuvre du RED+, et à la réalisation des contributions déterminées au niveau national, l'accord de Paris. Les recherches et les expériences ont montré à plusieurs reprises que si la sécurité foncière n'est pas une garantie de réduction de la déforestation, elle est l'un des principaux facteurs sous-jacents qui encouragent les propriétaires de terres et des ressources à protéger et à gérer les forêts de manière durable. Des actions en ce sens ont été menées et ONURED a pu, par exemple, appuyer ces pays partenaires à aborder les questions de tenue dans le contexte RED+, à travers des évaluations des régimes fonciers. Alors que de nombreux pays passent à la mise en œuvre de RED+, et commencent à obtenir des pays basés sur les résultats, des paiements basés sur les résultats, l'attention sur la distribution des bénéfices sur la tenue forestière et les droits d'utilisation des forêts est de plus en plus grande. OpenTennia est un outil pratique et de terrain qui peut soutenir et améliorer ces efforts de réduction de la déforestation et de la dégradation des forêts. OpenTennia est un outil innovant développé à la FAO dans le contexte plus large de notre travail en relation avec les directives volontaires sur la gouvernance responsable des régimes fonciers. En 2012, la FAO a contribué à faciliter l'élaboration de ces directives volontaires qui ont été utilisées dans plus de 90 pays et traduites en 16 langues. Ces documents décrit les meilleures pratiques pour gouverner les régimes fonciers de manière responsable. Si vous ne connaissez pas les documents, je vous invite à les consulter. Il y aura un lien, je crois, dans le chat. Les directives volontaires et ces principes sont à la base du développement de l'OpenTennia. Ces mêmes principes sont mis en avant aussi dans le cadre de RED+. OpenTennia a été conçu à l'origine pour aider les communautés à documenter les droits informels, mais l'outil est tout aussi pertinent pour les gouvernements et la reconnaissance des droits de tenue foncière formelle. Parmi les 9 pays qui l'ont déjà utilisé jusqu'à présent, nous aurons aujourd'hui l'occasion d'apprendre des expériences de la Tunisie. Nous savons que pour de nombreux pays dans le monde, résoudre les problèmes de tenue foncière, réduire les conflits fonciers et forestiers et apporter plus de clarté et de sécurité aux droits de tenure sont des processus longs et difficiles. Mais ces processus sont vraiment nécessaires pour atteindre les objectifs du RED+. Nous espérons que le logiciel OpenTennia, qui a été mis à jour très récemment et qui fera l'objet de la présentation de tout à l'heure, sera un outil utile qui vous aidera à améliorer la gouvernance de la tenue foncière et ainsi réduire la déforestation et la dégradation des forêts. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup, Madame Agostini, pour votre mot introductif.
Et tout de suite, sans attendre, je vais passer la parole pour la présentation de l'outil Open Tenure à Madame Maria Paola Rizzo, qui est l'experte en gestion foncière, une experte en gestion foncière de la FAO, spécialiste de l'utilisation de l'Open Tenure. Elle travaille à la FAO depuis plus de 11 ans, Madame Rizzo. Donc, elle a fait beaucoup de travail dans plusieurs pays, dans toutes les régions, Amérique latine, Afrique, Asie. Elle connaît beaucoup de contextes au niveau local. Tout de suite, Madame Rizzo, je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, Mino. Merci et je suis très contente d'être ici. Et je vais compartir mon présentation tout d'abord. Et OK, un moment. Parfait. OK. Okay. Est-ce que c'est visible, la présentation? Pas encore. Pas encore, un moment. Comment ça? OK. C'est visible? Oui, c'est parfait. Je vous en prie. Parfait, parfait. Comme Mino a dit, je suis officière de régime foncier à la FAO et spécialiste de ce dispositif. L'Open Tenure, c'est un dispositif de cartographie pour améliorer les efforts de REDD+, et renforcer la gestion durable sur le terrain. Tout d'abord, qu'est-ce que Open Tenure. Open Tenure est un instrument géospatial de la FAO pour éclairer l'action et protéger les droits fonciers. C'est une solution libre et ouverte pour les relèves du régime foncier et des ressources naturelles dans le terrain. Et c'est développé par l'application des principes de la directrice volontaire con une méthodologie participative et pour l'application con la population autochtone del principe del consent libre et informé. C'est comprendre de systèmes de cartographie géospatiale pour les enquêtes sur le terrain et la délimitation des terres. Et offre un moyen plus facile de collecter les informations spatiales con une flexibilité des intégrations de tous les éléments pertinents à la gouvernance des terres. C'est possible l'adaptation de ce système con l'application et l'assistance technique disponible pour soutenir l'adaptation, former l'utilisateur et les développeurs des programmes. Plus en détail, l'Open Tenure, l'application et le dispositif mobile, est une application à code de source ouvert pour appareils Android et aussi iOS. Mais nous l'avons développé masse pour l'appareil Android qui sont plus sostenibles. Un outil de cartographie adapté qui permettant de recueillir des informations sur les terres et les zones à cartographier. Et pour permettre aux citoyens et aux communautés d'enregistrer les droits d'occupation et d'utilisation et d'autres données sur des appareils mobiles dans le terrain. Ils permettent d'enregistrer les coordonnées
les coordonnées du demandeur, c'est des informations sur les limites et collecte des documents scannés et aussi photos pour étayer la demande. Il a une utilisation qui est intuitive, également par des géomètres non professionnels, ce qui permet une application à faible coût et la participation de la communauté au processus. Le logiciel de cette software a été mis à jour et aussi les instructions d'installation ont été améliorées en janvier 2021. Les principaux concepts du régime foncier qui sont à la base de l'Open Tenure, parce que l'Open Tenure soutient de la communauté pour la documentation et l'enregistrement des relations de titularisation, ainsi que les principaux concepts du régime foncier sont ceux qui sont à la base de ce système. Quels sont les concepts que le système va enregistrer? Sont les concepts qui sont pertinents à l'objet terrestre, comme la localisation du terrain, les relations topologiques, les limites, les dimensions et les caractéristiques physiques du terrain, et aussi les croquis et cartes. Et después, et aussi les titulaires des droits, qui sont les sujets des droits. Et par ce sujet, il va enregistrer les informations, les données relatives à les personnes et aussi groupe de personnes, entités. Et il va enregistrer les documents d'identité et aussi toutes les informations pertinentes à las personnes, comme le nom, l'âge et l'information de relations de famille, et photos et aussi la signature de la personne. Et aussi va enregistrer la relation qui était entre les personnes et les objets terrestres, entre le titulaire del droit et la terre. Et il va enregistrer de toute manière les droits fonciers, con la description légale del droit, l'utilisation de la terre et va enregistrer aussi le certificat et le document qui sont à la base de la demande. Et pourquoi nous pensons que l'utilisation d'Open Tenure est utile dans le contexte forestier? Qu'il fait-il? Open Tenure peut produire cartes de la forêt domaniale, cartes de forêt communautaire, cartes de zones protégées, cartes de droits coutumiers et cartes d'établissements humains. Et collecte aussi informations sur les ressources naturelles. L'Open Tenure, de cette manière, peut offrir actions qui sont bénéfiques par le contexte forestier.
parce qu'il va aider la réduction de la déforestation et de la dégradation des forêts et aussi la réduction des conflits pour les ressources parce que collectant les informations sur les ressources naturelles et l'établissement humain et aussi les droits coutumières et la dimension de la forêt domaniale et de la forêt communautaire va aider en la prévention quand se va à faire la délimitation del terrain con la population, con tous les acteurs relevants, il va à prévenir et à réduire les conflits pour les ressources parce que il va être implémenté con una méthodologie participative. Et aussi va aider la réduction des implantations illégales et des infractions sur les terrains forestiers. Et sauvegarde les espèces et les ressources naturelles. Quels sont les avantages de l'open tenure? Il va clarifier et documenter et sauvegarder les droits fonciers coutumiers par une démarcation participative, comme je l'ai dit, y compris pour les jeunes et les femmes. Améliore la compréhension locale de l'utilisation des terres et des droits fonciers, y compris les droits des femmes. Et donner aux autorités traditionnelles et aux communautés les moyens de mener à bien le processus de renforcement des capacités d'administration des terres et d'autonomie et réduire les risques liés à l'incertitude du régime foncier et à l'utilisation non autorisée des terres et des forêts. J'étais aussi les bases d'un éventuel enregistrement officiel des terres. Et il est open source de code ouvert et va développer une méthodologie abordable qui peut être mise à l'échelle afin que les droits fonciers coutumiers soient protégés et reconnus. Comment fonctionne-t-il? Le système de l'open tenure utilise une application mobile sur le terrain pour collecter les données sur le terrain et utilise un serveur communautaire, un serveur pour enregistrer et tenir et accepter les informations qui sont collectées sur le terrain. Ainsi qu'il utilise des tablettes, un dispositif mobile, et le software et le logiciel open source pour enregistrer sur le terrain une série de relations foncières et les cartographies aussi à l'aide d'images satellitées et des mesures de GPS. Ainsi que il est possible d'obtenir la cartographie del terrain. Il utilise un serveur communautaire central con le database pour stocker les revendications de tenure ouverte et les revendications collectées par l'open tenure des enregistreurs communautaires et pour mettre à jour ces revendications, ces informations, lorsqu'elles sont acceptées et reconnues par la communauté. Il peut être installé, ce serveur communautaire peut être installé ou en un serveur en le cloud ou en un ordinateur local. Ok.
en complémentarité con l'application mobile, le serveur communautaire héberge la base de données centrale où toutes les informations collectées sont téléchargées et stockées. Il fournit une application web qui est une interface pour l'utilisateur pour accéder et gérer les données. Collecte des informations géospatiales et des droits, responsabilités, devoirs et restrictions dans un seul système. Et cette manière évite les goulets d'étranglement et accélère les flux de travail dans son bureau. Et le modèle de données se conforme au LADM. LADM, c'est le domaine, la base de données qui est Land Administration Domain Model, qui est la base de données, le modèle de la base de données de l'administration territoriale, et qui est étendu con l'utilisation del concept de la base de données del modèle social. Et se va adapter au système politique et légaux et administratif du pays. Et aucun besoin par l'installation de l'Open Tenure sont relatifs à l'infrastructure et l'équipement que se nécessite et la ressource humaine et también le cadre politique, législatif, social del pays. Et la procédure pour l'implémentation de l'Open Tenure, c'est une procédure pour l'élaboration du projet, comme l'identification de l'utilisation potentielle de la technologie par l'administration des terres, pour l'irrigation, l'agriculture, ou système de contrôle interne, organisation d'agriculteurs, et le design del projet, de l'initiative, pour inclure dans la conception du projet un sous-composant sur le développement des cartes de base et des capacités locales qui peut inclure institutions, organisations non gouvernementielles, organisations d'agriculteurs, et c'est nécessaire aussi inclure la prévision du budget du projet, le budget du projet, des ressources qui sont appropriées pour l'équipement, pour le développement des capacités et pour visite d'apprentissage, et la mise en œuvre. La mise en œuvre qui est possible demander au FOREP en el pays y division de la FAO como ESP, Red Plus, también, y aussi otra división que se ocupan de l'implémentation de cet outil. Et pour pouvoir affiner la conception et personnaliser le cerveau et former les capacités. Et par la préparation del système, il est nécessaire d'analyser et évaluer le contexte, les besoins de la communauté, del contexte
qu'il va utiliser cet outil et para comprender l'utilité et la faisabilité de l'utilisation de l'OpenTenure en fonction de l'objectif et du contexte de cette cartographie. Et ensuite, c'est nécessaire d'évaluer le contexte social, juridique, politique du pays ou de la communauté par la mise en œuvre de l'OpenTenure au fin d'adapter ce système aux dispositifs, les dispositions légales, les procédures administratives. Et ensuite, c'est nécessaire avoir une discussion que est une planification pour une planification participative con la communauté et la définition des décisions, des rôles, responsabilités dans le processus. Et en final, le design du système, parce que au fin que la configuration del dispositif de OpenTenure pour capturer les données pertinentes, attribuer les rôles et assurer qu'ils répondent aux exigences locales et sociales. Enfin, la mise en œuvre del dispositif, del système, con una sensibilisation et formation des communautés, des autorités et des enregistreurs, et les collectes de données sur le terrain par un petit groupe composé des autorités locales, d'enquêteurs ou de parajurys et des communautés d'intérêt. Et un processus d'examen de qualité, de contrôle de la qualité de la validation de données à travers des serveurs communautaires. Et il était une période d'examen des données avec la possibilité de contester les données et la recherche d'un accord de la validation des données par un modérateur et en final la validation participative finale et l'acceptation des cartes et des informations collectées. Et ce sont quelques exemples de l'utilisation en pays de l'OpenTenure, en Ghana, en Sierra Leone, en Guatemala et en Ouganda, où se sont formées les communautés, les organisations non gouvernatives et aussi le personnel de le ministère et aussi de las communautés locales par l'utilisation et par l'adaptation del système. Esta presentación se va a compartir después suivant cette réunion et con todas las informations qui sont ici. Et les résultats de l'utilisation de l'OpenTenure sont une compréhension commune de l'emplacement des ressources, de qui les possède et les gère, la possibilité de résoudre les conflits au sein de la communauté, processus plus simple pour la gestion des terres au sein de la communauté, la fondation pour un futur enregistrement officiel des terres, si est prévu pour la législation actuelle, renforcer la solidarité communautaire et la rendre plus résistante aux menaces d'extérieur et la participation des femmes et des jeunes. Leçons aprendues dans l'utilisation de l'OpenTenure, sont que c'est fondamental et très important d'évaluer l'état de la préparation, l'adaptabilité, la durabilité, le coût de la technologie, comprendre les priorités, assurer un engagement durable dans le processus
de l'institution et de la communauté, préparer un plan de durabilité et assurer la participation des parties et la mise en place de mécanismes solides de résolution de conflits afin d'éviter l'émergence de nouveaux conflits. Calculer avec précision les coûts d'opportunité liés au temps nécessaire à l'enregistrement des relations de tenure. Éviter de susciter l'attente d'une reconnaissance officielle si la loi existante ne le permet pas. Clarifier dès le début la propriété des données et des équipements et traiter les questions de sécurité tout d'abord. Pour en savoir plus, c'est possible de me contacter dans la FAO ou visiter le site web. Et nous allons compartir cette présentation con toutes les informations. C'est tout et merci beaucoup à toutes. Merci beaucoup pour cette présentation qui nous a vraiment donné une idée de ce qu'il y a derrière Open Tenure et comment est-ce qu'Open Tenure pourrait fonctionner. Je ne vais pas être longue sur la transition, mais juste encore pour réitérer le fait que, chers participants, vous pouvez poser les questions dès maintenant sur la boîte Q&A en dessous pour le Zoom, questions-réponses. Et nous allons vous donner les réponses pendant la session d'échange qui se tiendra après la présentation de nos collègues de la Tunisie. Tout de suite, donc, je donne la parole à Monsieur Jamel Kailem et Monsieur Chabi Beydef pour leur présentation de l'expérience qu'a eue la Tunisie sur l'utilisation de l'outil Open Tenure. Oui, monsieur, merci, bonjour et bonjour pour les collègues qui viennent de nous rejoindre pour les autres participants. Bon, comme vous savez, je suis Kailem Jamel, je suis directeur de développement sylvo-pastoral à la DGF, à la Direction générale de forêt, et je suis l'un parmi toute une équipe qui travaille sur ce dossier, donc, y compris monsieur Sahbi, donc il est aujourd'hui avec nous. Je pense donc, comme vous savez, que depuis 2013 que la Tunisie s'est engagée dans ce processus de travailler sur un plan d'action donc, pour le RED+, et par conséquent de dégager les actions à entreprendre pour lutter contre la déforestation et surtout pour augmenter la superficie reboisée. Et convaincu que l'assise, donc, ou bien la clarification du système foncier des espaces forestiers et pastoraux, c'est la base donc, pour pouvoir gérer efficacement cet espace. On a réalisé, peut-être engagé une expertise et réalisé une étude, c'était en 2015. Donc, sur l'aspect foncier et préparé qui a abouti à la préparation d'un plan d'action. Cette expérience de la Tunisie pour l'utilisation de Open Tenure et qui s'était réalisée à Siliana, c'était dans ces cadres-là. Donc, c'est la mise en œuvre donc à caractère pilote donc des plans d'action dont l'objectif peut-être donc surtout de rétablir les limites donc du domaine forestier de l'État, de dégager surtout le conflit avec les occupations illicites et les limites entre le domaine forestier de l'État et surtout de proposer des solutions. Et aussi, donc, le plus important, c'est de dégager une approche, donc, peut-être, donc, adéquate qu'on va le mener au sein de nos forêts tunisiennes. Donc, j'essaie, pour ne pas tarder, j'essaie de la parole à M. Sahbi, donc, pour vous donner, donc, notre approche et les différents, donc, résultats de cette expérience. Merci. Merci, Jamel. Donc, je tiens vraiment à remercier l'équipe de la FAO pour cette opportunité de pouvoir partager avec les collègues, avec tous ceux qui s'intéressent à cet outil-là, notre expérience, une expérience que je trouve très pertinente
et qui nous a permis un peu d'aborder une problématique qui se pose toujours pour nos ressources forestières. Donc, c'est un processus qui a été lancé par la Tunisie depuis 2013 par un engagement vers l'élaboration d'un plan d'action REDD+. Et on a donné une priorité spéciale ou spécifique pour la question foncière, qui est une question qui est un peu, c'est un enjeu qui entrave tout ce qui est préservation, tout ce qui est développement du secteur forestier en Tunisie. Donc, ce processus a été lancé à partir de 2013. En 2015, on a essayé un peu d'inventorier toutes les situations foncières qui existent en Tunisie. Et on a distingué entre 3 types de problématiques sur le plan foncier. Donc, on a des terrains forestiers qui appartiennent à l'État, c'est des forêts domaniales. On a des forêts qui sont encore en cours d'immatriculation et on a des forêts privées. L'exercice pour un peu essayer l'approche de open tenure a été exécuté sur un terrain domanial parce qu'il y a une spécificité en termes de problématiques qui varie d'une situation à une autre. Et notre situation qu'on a essayé d'aborder en utilisant l'outil Open Tenure, c'est les problématiques relatives au domaine forestier de l'État. Il y a des occupations qu'on considère illicites pour le moment, il y a des dépassements des limites et il y a des conflits sur des terrains qui appartiennent à l'État, mais des conflits entre des utilisateurs sur terrain. Donc, l'objectif, ça a été tracé pour un processus un peu détaillé. C'est tout d'abord le rétablissement des limites du domaine forestier de l'État. Il faut rétablir les limites du titre qu'on a choisi. C'est d'inventorier à l'intérieur les occupants qui existent à l'intérieur et d'élaborer des propositions de résolution qui impliquent par la suite des changements ou bien des rectifications d'un cadre réglementaire qui doit être favorable pour pouvoir un peu régulariser cette situation. Donc, l'approche méthodologique, c'est basé sur un travail d'inventaire. Par la suite, il y avait une distinction entre les différents types de problématiques. Par la suite, on a lancé cette action pilote en concertation avec l'équipe FAO et avec Amanda, qui a fourni un effort énorme et considérable pour réussir cette action. Donc, la base, c'était la gouvernance responsable des régimes fonciers, basée sur les directives de la FAO, et surtout sur une reconnaissance. On vise une reconnaissance d'un droit d'usage qui découle des systèmes fonciers coutumiers, puisqu'il y a des utilisateurs autres que l'État qui exercent un peu des activités à l'intérieur de ces forêts domaniales. Une logistique spécifique a été acquise. Donc, pour la mise en œuvre, je cite à titre d'exemple une station GNSS performante pour le rétablissement des bords, des tablettes Android pour pouvoir recevoir l'application Open Tenure et exécuter l'exercice sur terrain, un accès Internet bien sûr, et pas mal d'autres équipements pour pouvoir réussir l'action. Et j'insiste sur une campagne de communication parce que aborder une telle problématique, c'est un peu sensible. Et il fallait aborder cette problématique moyennant une campagne de communication avec la population, avec les autorités locales pour introduire l'objectif et l'outil. Et moi, je juge que cette campagne a été réussie puisqu'on a pu travailler dans des conditions convenable et on a pu réussir pas mal d'enquêtes. Donc, la situation de l'exercice, c'était une alternance entre un travail au bureau et un travail de terrain. Il y avait des cartes qui précisent un peu la limite officielle du titre qu'on a choisi sur lequel on va travailler. Et il y a une situation sur le terrain, il y a un usage agricole à l'intérieur de la forêt par des oliviers, par des usagers qui datent un peu depuis plusieurs années, qui considèrent qu'ils ont des acquis en termes de foncier. Donc, c'est un travail de terrain et de bureau
qui nous a permis un peu de rétablir tout d'abord la limite que vous voyez en liseré rouge, c'est la limite du terrain domanial de l'État. Tout ce qui est en jaune, c'est les occupations qui sont utilisées pour des fins agricoles autres que forestières. Et à l'intérieur, c'est l'apport de l'outil OpenTenure. L'outil OpenTenure, il va nous permettre un peu de distinguer à l'intérieur de ces polygones jaunes entre les différents utilisateurs, les types d'utilisation, la caractérisation de cette population qui utilise cet espace. Et c'est ça l'apport vraiment qu'on a trouvé pertinent de l'outil, puisque moyennant les autres moyens de cartographie, on arrive difficilement à identifier à l'intérieur des polygones jaunes les utilisations. Donc, moyennant OpenTenure, on peut distinguer et on peut faire le morcellement des parcelles et identifier chaque utilisateur d'une manière rattachée à la parcelle qu'il utilise. Donc, le travail de bornage qui consiste à délimiter le titre, il a fait l'objet de 200 bornes rétablies moyennant la station GNSS d'une manière officielle, matérialisée avec du béton, en collaboration avec la population qui a été très intéressée par cette limite, puisqu'il y avait des conflits en dehors du domaine de l'État. Et donc, ça a permis de clarifier cette situation et de distinguer entre ce qui appartient à l'État et ce qui appartient au privé. Donc, c'est une opération qu'on a considérée primordiale pour pouvoir avancer à l'intérieur du parcelle. Donc, pour le reste du travail, donc, il y avait une phase de préparation qui consistait à maîtriser l'outil OpenTenure avec l'équipe de la FAO. Et je remercie infiniment Paula pour l'effort qu'elle a fourni pour pouvoir maîtriser cet outil. Et on a élaboré ensemble une fiche d'enquête avec des informations qu'on a jugées nécessaires, donc avec des champs de saisie, avec toutes les informations nécessaires pour identifier le terrain et pour identifier les occupants et pour identifier toute la paperasse ou bien tous les documents nécessaires pour une ultérieure régularisation de la situation. Donc, toutes les informations seront être rattachées par la suite au plan, délimité sur terrain, moyennant l'outil OpenTenure. Et les fiches de déclaration donc, par occupant peuvent être générées par la suite, moyennant la base de données SOLA, et être générées sous forme de base de données qui peut clarifier la vision de l'État, de donner une approche plus globaliste et plus visible pour pouvoir décider des orientations de régularisation. Donc, comme vous voyez ici, c'est le produit des enquêtes qui ont été faites sur le terrain. Donc, on peut avoir, moyennant l'outil OpenTenure, des listes des occupants. Chaque occupant a un numéro d'identification et la date de l'enquête, le statut de régularisation, est-ce que c'est un statut en cours ou bien en phase de régularisation. Chaque déclaration aussi, il y a plusieurs champs. Comme vous pouvez voir, il y a le déclarant, toutes les informations concernant le déclarant, qui est l'occupant qui existe sur le terrain, des informations à titre personnel, des informations techniques sur l'usage du terrain, le plan de la parcelle qu'il occupe selon sa déclaration, la documentation dont il peut présenter pour justifier l'ancienneté ou bien pour justifier son usage de ce terrain-là, aussi des informations sur les voisins, des commentaires et des informations sur les procédures qui ont été engagées par l'administration vis-à-vis de cet occupant-là. Donc, toutes les informations nécessaires qui peuvent un peu décrire la situation. Et ça a été élaboré en concertation avec l'équipe FAO pour le design de la fiche d'enquête. Sur le plan cartographique, donc, comme vous voyez ici, il y a la grande parcelle qui est occupée, mais à l'intérieur, on distingue entre les occupants. Donc, chaque utilisateur du terrain, on essaye un peu avec lui, avec l'autorité locale, de délimiter la parcelle qu'il considère sous sa responsabilité. Et
en respectant aussi les limites entre les voisins. C'est un travail de concertation. Réellement, sur le terrain, on n'a pas eu de problème majeur concernant les limites entre les usagers, puisqu'il y avait une entente d'être d'accord, en quelque sorte, sur les limites pour ne pas entraver le processus de régularisation. Tout le monde avait intérêt de reconnaître les limites pour ne pas entraver ce processus de régularisation que les gens trouvent un peu pertinent et nécessaire pour avancer et pour avoir une sécurisation foncière qui va leur permettre un peu d'accéder à des financements, d'accéder à des subventions, à bénéficier de projets, de pas mal d'avantages. Donc, c'est un travail qui est à la portée de tout technicien de terrain, de pouvoir un peu utiliser l'outil OpenTenure, soit sur un smartphone ou bien sur une tablette, et de délimiter, selon la déclaration des usagers, les superficies qui lui appartiennent. Donc, c'est un travail très pertinent qui a créé une dynamique dans la région. Il y avait des données de nos avis, il y avait des personnes qui sont un peu réticents, mais qui avaient par la suite adhéré à ce processus. Et c'était une expérience qu'on juge réussie, moyennant l'accomplissement du reste du processus. Le type d'information qu'on a pu, par la suite, suite à des traitements des fiches enquêtées, qu'on a pu élaborer, donc c'est des informations concernant les occupations, à savoir la superficie moyenne des superficies occupées est de l'ordre de 1,7 hectares dans ce cas-là. Donc, le pourcentage des parcelles qui appartiennent au domaine de l'État, les spéculations, quel type de cultures qui ont été menées dans ces terrains-là, l'historique aussi des occupations. Il y avait pas mal d'occupations qui datent depuis 1989, alors qu'il y avait d'autres qui datent depuis 2016 et avant. Des informations pertinentes aussi concernant les occupants, à savoir l'âge moyen des occupants, les activités principales menées par ces occupants-là, le nombre de familles, pas mal d'informations qui vont servir par la suite pour un peu prioriser des occupants par rapport à d'autres en termes de régularisation. Les contraintes, c'est un travail qui a été mené face à quelques contraintes qu'on a pu juger utile de partager avec vous. Il y avait des contraintes techniques liées à l'utilisation et la performance des supports numériques. Parfois, c'est relatif à la connexion, parfois, c'est relatif à l'utilisation de l'outil lui-même. Il y a des contraintes sociales relatives au conflit. Quelques conflits qui ont pu surgir au fur et à mesure concernant l'occupation du terrain. Et il y a des risques. On a jugé qu'il y a des risques de déclenchement d'une vague de demandes d'extension, puisque les gens, ils ont considéré que l'État a abordé une approche de régularisation. Donc, ceux qui n'ont pas encore profité d'occuper le terrain, ils vont essayer un peu. Et on a remarqué un seul cas qui a essayé de faire ce processus-là. Et c'est un risque qu'on a jugé utile de partager avec vous. C'est que les gens vont essayer un peu d'occuper le terrain d'une manière à bénéficier de la régularisation. Donc, comme vous voyez, c'était un plaisir de travailler avec l'équipe, avec Amanda et avec toute l'équipe à l'échelle régionale et centrale. Et les résultats, donc, on a pu faire 63 enquêtes, donc avec une superficie moyenne des occupants de 2 hectares. La date des occupations varie entre 1989 et 2016. Et on propose, en termes réglementaires et juridiques, d'aborder 3 types de régularisation, soit moyennant des autorisations d'occupation temporaire, soit moyennant des concessions, des contrats de concession, ou bien des autorisations de droit d'usage. Ce sont 3 alternatives qu'on va essayer un peu de faire un montage réglementaire et juridique pour pouvoir régulariser ces situations-là dans ce sens-là. Donc, je vous remercie et je suis à votre disposition pour tout type de clarification et j'espère que je n'étais pas trop long. Merci à vous.
Merci beaucoup pour cette présentation qui a suscité pas mal aussi d'intérêt de nos participants. Vraiment, nous sommes vraiment reconnaissants par rapport à ce que vous avez présenté. Nous sommes un peu courts dans le temps actuellement, malheureusement. Il nous reste 2 minutes officiellement pour le webinaire, mais étant donné qu'il y a quand même des questions qui sont vraiment très intéressantes de nos participants, je vous invite, les participants, à rester un peu plus pour 5 ou 10 minutes supplémentaires maximum pour que l'on puisse répondre aux questions qui sont posées et pour qu'on puisse aussi échanger. Tout de suite, déjà, n'hésitez pas à mettre toujours les questions et réponses sur la boîte qui est là ou sur le chat. Et Amanda Bradley va modérer cette session de questions-réponses avec tous les collègues qui ont fait les présentations tout à l'heure. Amanda, à vous maintenant. Merci. Merci, Mino. Oui, donc pour commencer, j'ai vu plusieurs questions très intéressantes. Je voulais passer la parole à M. Fiacre Kodjo Ahononga de Bénin, s'il est d'accord. Peut-être il peut poser ces questions directement. Oui, je suis là. Vous m'écoutez? Parfait, merci. Oui, allez-y. Merci, oui, merci Amanda. Vraiment, c'est un outil important. J'ai 3 petites questions. Je crois qu'une question a été répondue dans la présentation, mais c'est le processus de validation des données qui sont enregistrées directement sur le terrain qui m'intéresse. Comment faire pour que les données qui sont revenues du terrain soient validées? Quel est le processus qui est conseillé? Deuxième chose, pour moi, si nous avons par exemple plusieurs tablettes qui sont éparpillées sur une superficie forestière, est-ce que celui qui a un niveau X a accès aux données à l'autre qui a un niveau Y ou bien Z? C'est-à-dire le partage des données. Est-ce que les données sont partagées automatiquement? La dernière question, c'est par rapport à la présentation de la Tunisie, que je trouve vraiment intéressante. C'est un cas d'école et il faut qu'on essaie de répliquer dans certaines situations. Et c'est le risque de déclenchement des réclamations des droits d'usage qui n'existait pas du tout. Parce que nous connaissons les parents des zones riveraines des forêts. Dès que vous venez pour dire que vous voulez cartographier des droits d'usage, soit c'est les superficies qui sont augmentées, soit des droits qui n'existaient pas, qui sont réclamés. Comment faire à ce niveau-là? Comment vous avez pu contenir ces droits d'usage? Et je crois que si nous pouvons au Bénin appliquer cet outil à une forêt que je connais bien, qui a plus de 3000 hectares, non, 31 000 hectares, plus de 31 000 hectares, et giboyeuse suffisamment dans une bonne zone, mais que ces derniers temps-là, que la population commence pas à grignoter suffisamment. Ce serait intéressant d'utiliser ça afin de faire un autre zonage et de mieux conserver la forêt. Je vous remercie, j'ai été un peu long. Merci beaucoup, merci. Donc, peut-être je passe la parole à Paula pour la première question. La première question, c'est la validation. Et puis après, à M. Sabi. Merci beaucoup pour cette demande. Oui, les informations qui sont collectées pour les tablettes, pour les outils mobiles, sont téléchargées vers le système central, auxquelles elles sont contrôlées et peuvent être téléchargées sur les appareils mobiles des autres utilisateurs du système. Et la validation se produit parce que le processus est participatif, incluant toutes les parties prenantes. Et
les informations pour collecter les informations, pour configurer le système, c'est nécessaire d'analyser le contexte social, juridique et réglementaire, ainsi que toutes les informations sont consistantes con le régime social, juridique et réglementaire du pays. Et en el processus qui est participatif, il y a une étape de sensibilisation et formation de tous les acteurs et les données sont collectées sur le terrain avec tous les parties prenantes. Et la délimitation est une délimitation participative des parcelles et la validation finale des cartes, de toutes les informations collectées sur le terrain et qui vont être téléchargées sur le serveur central, sur le database central, au final sont validées pour toute la communauté et incluant toutes les institutions qui sont incluses en este processus. Et les acteurs peuvent accéder les informations sur les serveurs central, sur l'ordinateur central, sur le serveur central, et aussi se peut décharger les informations de serviteur central sur les tablettes. Merci beaucoup, Paula. Donc, je pense que oui, cette élaboration répond aussi à la question de notre collègue Cléto en RDC. Donc, peut-être on peut passer à la question pour la Tunisie, Sabi. Oui, d'accord. Oui, merci. Donc, pour le cas de la Tunisie, peut-être je reviens vers la deuxième question de M. Kodjo. On a eu cette intention de partager ensemble les informations recueillies par pas mal de tablettes. Et c'est possible, moyennant le serveur Sola, de charger les informations sur le serveur, puis de reprendre ces informations pour mettre à jour tout le monde, pour ne pas refaire la même placette par quelqu'un d'autre. Donc, c'est possible sur le plan technique d'avoir l'information à jour et updated pour tout le monde. Pour la question qui concerne le déclenchement du droit d'usage et qui n'existait pas ou bien des extensions illicites, je dirais que ce sont des tentatives qu'on a vécues pour le cas de la Tunisie. Et je considère que la campagne de communication, elle est très importante pour mettre les gens devant la situation officielle, mais aussi il faut dire qu'il faut partir d'une situation zéro. Donc, c'est-à-dire que toute extension, par exemple, si on a commencé notre campagne de régularisation en 2019 ou bien en 2020, toute extension après cette date de la campagne de la régularisation ne va pas être prise en considération. Et ça doit être dit aux gens. Il faut dire aux gens que toute extension à partir de 2019, par exemple, ou bien à partir de 2018, elles ne vont pas être prises en considération puisqu'on va régulariser des situations qui ont une certaine ancienneté. C'est des gens qui ont bénéficié de ce terrain durant une certaine période et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va couper la forêt pour régulariser des situations qu'on considère donc, qui se précipitent le jour de l'enquête. Donc, il faut bien expliquer aux gens, il faut mettre des garde-fous et il faut mettre des seuils. Il faut dire qu'on va régulariser les situations des gens qui existaient déjà sur le terrain, qui exerçaient des activités sur le terrain, mais pas des nouveaux occupants. C'est notre approche qu'on a pu utiliser. Merci. Si vous permettez, Amanda, j'ai pu ajouter juste un mot. Oui.
il y a un engagement qui est partagé de la part de l'administration. Donc, l'administration s'est engagée à régulariser la situation donc, en faveur de la population. Donc, on ne va pas peut-être revenir à une situation qui va compliquer. Et aussi, la population s'est engagée à ne plus procéder aux occupations. Donc, à partir de la date de 2017, dès qu'on établit donc, le bon diagnostic et on aborde donc, la régulation de la situation, il y a l'engagement de la population et c'était vraiment un résultat donc, de toute une campagne de communication avec cette population-là. C'est très important. Merci beaucoup. C'est vraiment très utile d'avoir cette information très pratique de l'expérience sur le terrain. J'allais demander à Amélie, mais je vois que Minon a déjà répondu à ces questions. Donc, je propose de passer la parole à Monsieur Mohamed Sankoumba Fadiga pour sa question. Si vous voulez prendre la parole, posez votre question directement. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Bradley. Je vais être très bref. Mon nom, c'est Mohamed Sankoumba Fadiga. Je suis assistant technique principal au bureau de la représentation de la FAO en République de Guinée, en Afrique de l'Ouest. Donc, comme vous l'avez vu dans mon chat, j'ai posé 2 questions. Déjà, très, très intéressant tout ce qui a été présenté. L'exemple présenté par la Tunisie était primordial pour nous autres pays qui aimeraient nous lancer et dans la RED+, mais qui nous retrouvons aussi dans une réforme du foncier. Les directives volontaires sont déjà utilisées en Guinée, mais ça me ramène à la première question. Sachant que ces directives ne sont pas contraignantes et comme le nom l'indique, elles sont volontaires, comment est-ce que vraiment on peut, dans les pays par exemple qui ont déjà mis en œuvre cet outil, comment a été le degré d'intégration ou d'acceptation ou de reconnaissance, on le dirait, vis-à-vis des orientations et des politiques nationales? Parce que ça peut être un problème dans certains pays. Je le rappelle encore, il faut analyser ça au cas par cas. Et c'est déjà très intéressant que, si je ne me trompe pas, l'exemple de la Tunisie, ce soit réalisé par les acteurs nationaux. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question, maintenant, c'est surtout voir quelles sont les possibilités d'intégration, si elles existent, si elles n'existent pas, avec les outils que la FAO, dont dispose la FAO déjà, sur les questions de cartographie, par exemple, le collecteur, qui est utilisé aussi dans les questions de méthodologie d'évaluation des opportunités de restauration dans ces mêmes aires protégées ou bien des forêts. Donc, merci beaucoup. Merci. Donc, je pense votre première question, si vous voulez, oui, une réflexion plus pratique, peut-être c'est Sabi de la Tunisie qui peut partager l'expérience d'intégration des directives volontaires. Oui, d'accord, Amanda. Pour les directives, pour le cas de la Tunisie, on n'a pas trouvé une différence énorme entre le cadre juridique tunisien et les directives volontaires, mais moyennant les activités menées sur le terrain, on peut, dans le cadre de la régularisation, réajuster le cadre réglementaire avec un exposé de motifs, clarifier aux décideurs, clarifier aux législateurs notre approche et s'appuyer sur le fondement des directives volontaires qui sont très pertinents et qui sont valables pour tout le monde. Et on peut rectifier notre cadre réglementaire dans le sens de pouvoir exécuter ces directives-là. Donc, le problème ne se pose pas. C'est une affaire de temps. Et c'est une affaire de manière comment exposer notre approche et nos souhaits pour traduire ces difficultés en termes de cadre réglementaire favorable pour exécuter ces directives-là. Merci beaucoup. Pour la deuxième question, c'est sur l'intégration des outils. Je ne sais pas, Paula, si vous avez des mises à jour sur l'intégration des 2 outils, plus de 2 peut-être, à la FAO. Sinon, on peut trouver la réponse et répondre par email. Paula? Peux-tu expliquer mieux cette enquête parce que je ne la comprenais pas? Oui.
je pense que c'est une question sur l'intégration, l'utilisation des outils de Open Tenure avec d'autres outils comme Collect Earth. Je sais que oui. vous avez fait de la formation sur les deux outils, mais sur la tablette, comment ça marche? Ça marche, que ça dépend du système de database, parce que il demande de transférer les informations, les données d'un système à un autre. Et c'est possible, mais demande de créer une procédure de transfert de données d'un système à autre. Okay. Et en Tunis, nous avons travaillé con Open Forest, si tu te rappelles, que c'est possible que s'utilise un système pour collecter un quantité d'informations et inclure et compléter pour l'autre. Très bien, merci. Je pense pour les officiers du département de forêt, oui, il y a plusieurs outils pour leur système de surveillance des forêts. Donc, ce sera bien si on peut trouver des manières d'intégrer les outils pour le système. Juste, si vous me permettez, pour terminer, une dernière question. Je voulais bien que M. Sabi peut partager avec nous l'expérience d'intégrer le genre dans les activités. Donc, je sais qu'ils ont fait plusieurs choses intéressantes. Je voulais partager cette expérience, si possible. Oui, Amanda, c'est très pertinent le cas de la Tunisie, puisque le problème genre ne se pose pas réellement en Tunisie. On avait dans l'équipe des femmes qui travaillaient avec nous, et en même temps, il y avait sur le terrain des femmes qui occupaient le terrain. Donc, il y avait c'était une expérience intéressante parce que les femmes, parfois les hommes n'existaient pas, ils sont allés au souk ou bien quelque part pour se ravitailler, alors que les femmes prenaient la main et déclaraient un peu, donnaient les informations, déclaraient la limite de la parcelle. Et on n'a pas senti aucune différence entre les déclarations que les femmes faisaient ou bien que les hommes présentés. Et c'était très intéressant. Donc, l'aspect genre, il était parfaitement respecté et aucun souci dans ce sens-là. Voilà. Merci vraiment. Je passe la parole à Mino pour la fermeture. Merci beaucoup, Amanda, pour la modération de cette session questions-réponses qui était vraiment très importante au regard des questions qu'on a reçues. Il y a certainement des questions auxquelles on n'a pas abouti à répondre en totalité. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions complémentaires. Bien entendu, nous allons aussi formuler les réponses aux questions qui n'ont pas été répondues auparavant et nous restons vraiment disponibles pour cela. J'avais mis sur le chat le lien pour faire la petite enquête sur l'enquête de satisfaction en fait sur ce webinaire. Si vous pouvez prendre 2 à 3 minutes de votre temps pour pouvoir le compléter, nous serons vraiment enchantés par cela. Mais sinon, le temps passe vraiment très vite, malheureusement, avec toutes les bonnes présentations qu'on a eues et le bon moment qu'on a pu passer ensemble à discuter de cette question foncière qui est vraiment très importante pour la protection des ressources naturelles. Et pour cela, je tiens vraiment à remercier chaleureusement les panélistes, M. Sabi Bedef, M. Jamel Kalen, Mme Maria Paola Rizzo principalement, qui ont vraiment éclairé sur comment est-ce que l'outil fonctionne.
Également, je remercie Astrid pour son mot d'ouverture, Amanda pour la modération, bien entendu, et toute l'équipe qui est derrière l'organisation de ce webinaire. Cette session en français qui termine en fait une série de webinaires qui s'est tenue en anglais, en espagnol et en français. Et merci encore pour votre participation. Nous allons partager avec vous tous les enregistrements et tous les documents qui ont été faits lors de ces 3 sessions en anglais, français et espagnol. Vous allez recevoir les informations dessus en suivi. Et bien entendu aussi, si vous n'avez pas eu l'opportunité de répondre à l'enquête de satisfaction, il sera aussi dans l'email de suivi qui vous sera parvenu très prochainement. Merci encore à tous et je vous souhaite un bon après-midi ou une bonne matinée ou une bonne soirée. Au revoir à tous et au revoir et merci.